Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Je suis Théo Arnez, Content et Social Media Manager à l'agence Wait For It. Et je suis aujourd'hui avec Erwan, directeur de l'agence. Écoute, c'est le meilleur moment de ma semaine. Je suis très content d'être avec toi. Ravi. Bienvenue dans ce podcast. De quoi on parle? C'est des discussions entre experts de la stratégie de contenu sur des sujets qui font et qui défont nos pratiques. L'objectif, c'est de vous inspirer, de vous donner des clés de lecture pour votre propre stratégie de contenu. Et du coup, aujourd'hui, Erwan, de quoi on parle? On va parler de DNVB. Et on va se poser deux questions qui me semblent essentielles. Théo, qu'est-ce qu'on peut leur piquer comme bonnes idées de communication à ces DNVB? Et ensuite, comment elles vont passer le cap? Parce que au début, tu communiques avec fraîcheur, nouveauté, mais une fois que tu es un petit peu plus établi et que tu veux vraiment te propager, là, ça devient plus compliqué. Il va falloir aller vers du mainstream. Donc, on va réfléchir à ça un petit peu tous ensemble. Exactement, tout un programme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles sur l'épisode. Donc, une DNVB, qu'est-ce que c'est? C'est les Digital Native Vertical Brands. Pour faire plus simple, Digital Native, pourquoi? Parce que c'est des marques qui sont issues d'Internet, elles sont nées avec le web, et c'est des marques qui font toutes leurs ventes sur Internet, à travers leur boutique en ligne. Et ça justifie aussi le vertical dans Digital Native Vertical Brands, parce que ces marques, elles ont supprimé tous les intermédiaires entre elles et leurs clients. C'est elles qui s'occupent de la conception des produits, de la production, de la diffusion. Voilà, il y a un seul interlocuteur pour les clients, c'est la marque directement. Effectivement, c'est des modèles assez vertueux parce que tu récupères l'essentiel de la marge par ce biais-là. Et il y a un autre point clé aussi dans les DNVB, c'est qu'il y a un gros focus sur l'expérience client, sur la relation client. Effectivement, on a d'abord parlé de ces marques-là par ce biais-là. C'est-à-dire que l'expérience client, elle est clé. Moi, j'ai souvenir d'avoir commandé du Teddy Bear et d'avoir plein de petits cadeaux, plein de petits apports supplémentaires quand tu récupères l'objet de la marque, là en l'occurrence un matelas. Et elles ont d'abord fait fort là-dessus en mettant vraiment tout au niveau de l'expérience utilisateur. Est-ce que tu peux me citer, Théo, du coup, les grandes marques DNVB? Oui, bien sûr. Le terme, il a été inventé par Andy Dunn en 2007 quand il a créé sa marque Bonobo. Donc pas Bonobo, la marque de vêtements français, mais Bonobo, une marque de jeans américain. Et puis suite à ça, au cours des années 2010, il y a eu un essor des DNVB. On pense notamment à Nastigal. Et puis en France, il y a eu forcément Respire, Le Slip français, Cézanne. Et puis encore au cours de ces dernières années, il y a eu de nouvelles marques comme Typologie, par exemple, qui a été créée en 2018. Ouais, donc ça continue. Exactement, ouais. Et au niveau de leur stratégie de communication, Erwan, ça serait quoi les grandes clés de leur stratégie? Le point de départ, je pense, c'est qu'elles n'ont pas des moyens énormes quand elles démarrent. Elles arrivent sans avoir le budget que tu peux avoir avec un Buzzman, un Rosa Parks pour rentrer un peu de manière forte et très visible sur ton marché. Elles, c'est pas le cas. Donc déjà, je dirais que le point commun, c'est effectivement la nécessité d'être malin et de faire sans gros budget. Et justement, je trouve que cette limite de coût, ça les pousse aussi à aborder un positionnement assez différent des leaders de leur marché. Je trouve qu'elles ont un ton beaucoup plus proche des contenus organiques qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Elles engagent vraiment une relation de confiance et un vrai échange avec leur audience. C'est vraiment ça, c'est la communauté, ces personnes de l'ombre qui vont porter un peu ta marque. C'est l'exemple typique de Respire avec Justine Hutto. Si elle avait été seule dans son garage, à connaître personne, sans aucun réseau, et qu'elle avait lancé sa vidéo de crowdfunding, ça aurait pas marché. Mais à partir du moment où tu as un premier relais de 1000, 3000, 5000 personnes qui peuvent pousser ça en disant c'est génial, continue, on t'aime, on t'adore, et la vidéo de démarrage qui est pas incroyable mais qui est propre, efficace, elle te permet de te lancer. Donc effectivement, cette relation de proximité, elle amène déjà un premier élément clé qui est repris dans la plupart des DNVB, qui est l'incarnation de la marque par les fondateurs, cofondateurs. L'exemple de Justine Hutto, l'exemple du Slip français avec Guillaume Gibaud, l'exemple de Gemio avec Pauline Léniaud. Évidemment, tu as une personnalité clé, charismatique, plutôt beau gosse dans la plupart des cas, et qui vont amener une dimension émotionnelle forte, être vraiment le personnage récurrent et amener un storytelling. Certains s'appuient aussi comme ça sur les échecs, les forces. On retrouve un peu les grands principes du voyage du héros où finalement le spectateur il accroche avec le personnage et ça le fait aimer la marque. Ouais. Et puis il partage aussi tous les aspects de l'entreprise, il ouvre un peu les coulisses de la marque à son audience. Et ça aussi qui est clé, je trouve, dans les stratégies de communication des DNVB, c'est qu'il y a une réelle transparence. C'est intéressant ce que tu dis, Théo, parce que finalement, transparence, qui est le deuxième axe de communication des DNVB, il est vraiment lié directement à l'incarnation. Les deux, je trouve, vont de pair. Et quand tu te poses la question, qu'est-ce qu'un annonceur un peu plus établi peut faire, l'incarnation, je suis pas sûr. Parce que l'incarnation, elle fonctionne avec des personnages en lien avec leur marque. Respire, Justine Hutto, elle a entre 25 et 30 ans, elle s'adresse à une cible qui a 25-30 ans, il y a une connivence et ça fonctionne. Si t'as un mec de 60 ans
qui vend un produit pour des femmes, je vois pas l'incarnation, comment elle peut se jouer. En revanche, je pense que les marques, dans une optique de transparence, le fait d'ouvrir l'entreprise et potentiellement les collaborateurs au monde externe, c'est une arme qui est très forte parce que ça t'amène à rentrer dans une relation qui est clé aujourd'hui avec les consommateurs et qui va te permettre de sortir de la vision qu'on peut avoir par exemple d'un dropshipping où tu sais pas ce que tu achètes, si le produit il est juste, il est éthique. Donc, un truc que j'ai vu là récemment qui m'a marqué, c'est le youtubeur Cyrus North qui a fait toute une vidéo d'influence avec NordVPN. Donc on sait que NordVPN est ultra habitué aux collaborations avec les influenceurs du marché, notamment sur YouTube. Et ben là, il est parti à Vilnius, discuter pendant 1 heure avec le responsable de l'influence de NordVPN, donc qui a montré sa tête, qui a exprimé sa stratégie. Je trouve qu'il y a même un côté hyper ironique à ce que la personne t'explique sa stratégie quelque part de manipulation pour vendre plus sa marque et ses produits. Il t'ouvre les portes et en même temps, ça apporte un truc de dingue parce que tu te sens partie prenante de la marque et de l'entreprise. Le gars t'explique pourquoi ils ont fait ça, où est-ce qu'ils vont et ils prennent encore 3 crans d'avance par rapport à la concurrence. Ouais, justement, sur Just North, ça fait une bonne transition parce que c'est pas nécessairement toutes les DNVB qui vont faire du personal branding, mais quand il n'y a pas de personal branding, tu as quand même aussi du marketing d'influence à travers notamment ce type d'influenceurs, parce que c'est vraiment ça qui est clé, c'est d'arriver à faire incarner en fait ta marque. Et puis une autre force aussi des DNVB, c'est qu'ils utilisent justement les réseaux sociaux vraiment comme un média, qu'ils ont compris que leur audience, sur les réseaux sociaux, elle veut pas nécessairement voir une vitrine publicitaire, mais elle veut plutôt se divertir, s'informer, apprendre des choses. Et donc ça, les DNVB, elles l'ont bien compris et elles vont pousser leurs propres médias. Je pense notamment à Merci Andy, qui est une marque de produits de beauté, qui a créé son propre studio, ça s'appelle le Rainbow Studio. Et en fait, c'est vraiment un peu à la Combini. Ils vont interviewer différents créateurs de contenu, vraiment ciblés Gen Z, sur des sujets en lien avec leur cible. Donc voilà, ça peut être la santé mentale, ça peut être l'environnement, et puis aussi sur des contenus vraiment très divertissants. Et pas une seule fois, on a la motion de la marque. Donc voilà, c'est vraiment un média de divertissement. Puis tu as aussi Bungle. Bungle, donc c'est une DNVB qui produit des vêtements pour les hommes, qui ont aussi leur propre média, leur propre chaîne YouTube. Et donc là, tu as plein de formats vraiment typiques YouTube, en mode une journée avec, 5 tenues pour tel événement. Et donc là, en fait, ils vont aller parler de plein de produits différents, même de concurrents de cette marque-là. Et c'est vraiment un média à part entière. Je pense à ceux qui nous écoutent et tu te dis merci Andy, si toi-même t'as pas fait le lien entre le média et la marque, je pense qu'il y a des marketeurs qui doivent se dire mais à quoi ça sert du coup Ouais, c'est une bonne question, mais en fait ça permet vraiment de légitimer ta marque et de l'insérer vraiment dans le quotidien de ta cible. Au-delà en fait de proposer un simple produit, tu proposes vraiment des réponses aux problématiques que se pose ta cible. Alors là, la notion de marque média, pour le coup, peut-être que c'est ce que font le mieux les annonceurs un peu plus classiques. Oui, ça je pense que c'est une des clés les plus facilement entre guillemets applicables pour les marques un peu plus classiques. Un des plus grands exemples pour moi de marque média, c'est Michelin avec son guide Michelin. Ça n'a rien à voir avec les pneus, ça conseille des restaurants, mais pourtant voilà, ça communique le fait que avec Michelin, tu peux te voyager dans toute la France, à travers le monde. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que vraiment les DNVB, elles savent utiliser les réseaux sociaux sur tout le process de la création de la marque. Tu en parlais notamment avec Justine Hutto qui a lancé une campagne de crowdfunding. Tu as aussi un autre exemple avec Emily Weiss, la fondatrice de la marque de maquillage Glossier, une marque américaine. Et elle, en fait, avant de créer sa marque, elle avait un blog de cosmétiques où elle avait déjà une audience de 1,5 million de visiteurs par mois. Et donc là, elle a vraiment profité justement de toute cette information qu'elle avait. Elle a épluché tous les commentaires, tous les retours de son audience pour savoir quelles étaient les problématiques de son audience et pour ensuite, après, créer une marque qui allait vraiment répondre à ces besoins-là. La question se pose maintenant du futur de la communication de ces DNVB. Moi, je me dis, tu démarres de 0 € de chiffre d'affaires, tu arrives à 15-20 millions d'euros avec une communication fraîche, basée sur ta communauté, sur la transparence, sur l'incarnation de tes fondateurs et employés. Maintenant, est-ce que tu arrives à monter à 100, 200, 300, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, une internationalisation de dingue, avec la même stratégie, à ton avis ? Forcément, au bout d'un moment, vu que ces marques, elles ciblent un marché de niche, elles ont envie, par souci de croissance, d'élargir leur communication. Et là, elles vont aller petit à petit décocher un peu tout ce qui fait une DNVB. Par exemple, tu parlais de Respire. Maintenant, Respire, on peut trouver ça en parapharmacie, on peut trouver ça même dans les grandes surfaces. Donc, on n'est plus du tout dans cette logique verticale où tu vois le produit sur Internet, tu le commandes sur le site et tu le reçois. Ça veut dire que demain, tu penses qu'on peut avoir, en parallèle avec cette stratégie, pour qu'il y ait un rebond entre la stratégie marketing de vente et puis la stratégie de communication. Est-ce qu'on peut imaginer en télé avoir une pub Respire sans Justine Hutto, par exemple ?
Ça va être là aussi tout le challenge, effectivement. Moi, je pense notamment à une DNVB ultra premium direct, c'est des marques de croquettes que moi j'avais vu il y a quelques mois uniquement sur Internet et maintenant qui est en train de passer un spot justement télé. Et donc voilà, on voit que dès qu'il y a cet enjeu un peu de croissance et d'ouverture de la cible, les DNVB elles vont commencer à adopter des diffusions à la télé, des campagnes d'affichage dans le métro, donc voilà, des médias un peu plus traditionnels. Mais du coup, c'est intéressant et je me pose la question, est-ce qu'elles vont pas perdre leur âme de communication en communiquant finalement, probablement avec des agences 360, que ce soit en télé, en affichage comme tu le dis. C'est là tout le challenge un peu de la croissance pour ces DNVB. Il y a peu de marques qui ont réussi ce virage. Moi, je pense notamment à Glossier, qui maintenant est distribué par Sephora, qui réalise 100 millions de chiffre d'affaires. Mais pourtant, quand tu regardes la communication, ça reste des contenus vraiment tournés réseaux sociaux, avec des reprises de maquillage réalisées par leur audience, des tutos. Et voilà, il n'y a pas de grande campagne d'affichage, ou de grande campagne vraiment chartée publicité. Je trouve que c'est le bon exemple entre garder son ADN de DNVB avec des contenus vraiment tournés plus authentiques et arriver à concilier ça avec une grande croissance. À partir du moment où tu grandis, le changement est obligatoire, donc il y a des choses que tu veux garder ton ADN, mais tu vas devoir réfléchir un peu différemment et te poser des questions que tu t'es peut-être pas encore posées. Et ça, c'est intéressant, et moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en sera d'un Asphalt, d'un Respire en 2030-2035, ce sera intéressant à suivre. Ça fera le sujet d'un autre épisode. Je voulais dire un dernier truc. Comment tu résumerais, Théo, finalement ce que les grands annonceurs peuvent retenir des stratégies intéressantes pour eux de communication? Ce qu'il faut retenir, c'est que ces DNVB, elles ont un peu chamboulé la vision du marketing. Avant, c'était un peu un marketing de persuasion. Maintenant, on est passé plus sur un marketing de valeur. Et donc vraiment, les DNVB, elles utilisent les réseaux sociaux comme des médias sociaux. Elles font incarner leur marque par des personnalités fortes, que ça soit directement les fondateurs de la marque ou alors d'autres personnalités. Puis elles affichent clairement leur transparence avec des codes qui sont vraiment repris d'une utilisation un peu plus organique des réseaux sociaux. Merci Théo, écoute, super bien résumé, j'aurais pas fait mieux. Merci à toi, on espère que ce podcast vous a plu, qu'il a pu vous apporter des clés pour vos prochaines stratégies de contenu. Et du coup, la prochaine fois, de quoi on parle ?